La première photographie fut réalisée en 1826. Oui, là-bas, tout au fond, c'est bien moi qui vous fais coucou. Depuis ce moment historique, une infinité d'images ont été capturées à travers le monde. Autrefois, si l'on souhaitait obtenir son portrait, il fallait faire appel à un peintre. Il était alors nécessaire de rester parfaitement immobile pendant de longues minutes, en espérant que la lumière soit idéale. Et pour être honnête, ces portraits manquaient souvent de fidélité. Vous auriez peut-être souhaité des yeux un peu plus lumineux, ou des lèvres subtilement ourlées. Lorsqu'il est question de figures illustres de l'Antiquité, la photographie ne peut évidemment rien nous offrir. C'est simple, il n'en existe aucune, ni image, ni vedettes antiques. Il nous faut alors tenter d'imaginer leur apparence, en nous appuyant sur des œuvres peintes ou sur des descriptions rédigées par d'éminents érudits. Heureusement, à mesure que le temps passe, ce manque de certitude deviendra lui aussi un souvenir lointain. C'est ici qu'intervient la science de la reconstitution faciale. Grâce à cette discipline fascinante, nous disposons aujourd'hui de moyens bien plus précis pour nous représenter les visages des grandes figures du passé. Mais comment les scientifiques s'y prennent-ils, vous demandez-vous? Eh bien, sachez qu'un crâne humain fournit de nombreuses informations sur l'aspect extérieur, des arcades sourcilières à l'écartement des orbites. Tout concourt à dessiner un profil réaliste. Même la cavité nasale ou la forme du menton influencent la physionomie. En somme, le crâne agit comme le véritable plan du visage. En s'appuyant sur ces structures osseuses, les artistes collaborent avec les anthropologues pour reconstituer une apparence crédible. C'est une forme d'enquête scientifique grandeur nature, mais où l'argile remplace le drame. À ce stade, vous vous demandez sans doute, mais jusqu'à quel point ces reconstitutions sont-elles fiables? Il est vrai que le résultat final ne peut restituer tous les détails. Ni la couleur des yeux, ni celle de la peau ne peuvent être déduites du crâne. La pilosité faciale demeure tout aussi incertaine. Et si vos joues rebondies vous donnent un air charmant, le squelette gardera ce secret. Malgré ses limites, la reconstitution faciale demeure un précieux outil pour esquisser les traits de personnages historiques. Le procédé en lui-même est particulièrement impressionnant. Un sculpteur expérimenté travaille en étroite collaboration avec un anthropologue pour analyser les caractéristiques du squelette et façonner les traits du visage à l'aide d'argile. L'âge, le sexe, les origines, ou encore la perte de dents ou d'éventuelles blessures doivent être pris en compte. De nos jours, il est même possible d'accomplir ce travail par voie numérique, grâce à des logiciels spécialisés. Compte tenu de ces avancées remarquables, avez-vous entendu parler des dernières révélations sur la lignée de Toutankhamon? Il semblerait que son père présumé, un ancien pharaon d'Égypte, ait récemment bénéficié d'une reconstitution numérique complète. Et croyez-moi, le résultat lui confère une allure à la fois majestueuse et apaisée. Mais bien que cette version soit la plus fidèle réalisée à ce jour, son identité exacte demeure incertaine. Ce mystérieux personnage fut découvert en 1907 dans la vallée des rois, à quelques pas de la sépulture de Toutankhamon. Depuis plus d'un siècle, des chercheurs le scrutent avec attention, estimant qu'il pourrait s'agir d'Akhenaton, le père du jeune pharaon, et une figure majeure de l'histoire égyptienne. Toutefois, certains spécialistes demeurent prudents et réclament des preuves supplémentaires pour en établir l'identité. La reconstitution de ce visage a mobilisé durant plusieurs mois une brillante équipe de chercheurs basée en Sicile. Pour parfaire leur travail, ils ont sollicité l'aide d'un artiste judiciaire brésilien spécialisé en 3D. Contrairement aux versions antérieures, ce modèle privilégie une étude fine de la physionomie, volontairement détachée de tout artifice comme la chevelure, les bijoux ou autres ornements. Dans la même veine, permettez-moi de vous présenter une toute nouvelle fashionista. Il ne s'agit pas d'une célébrité contemporaine, mais d'une chasseresse-cueilleuse ayant vécu en Suède il y a près de 7000 ans. Sa reconstitution la montre sous un jour saisissant. Une cape ornée de plumes, un collier d'ardoise et une ceinture composée de 130 dents d'animaux. Un style audacieux, voire intemporel. Sa peau sombre, décorée de motifs blancs, lui confère l'allure d'une véritable œuvre d'art. Mais ne vous laissez pas éblouir par son apparence. Cette femme ne se réduisait pas à un simple visage. Elle fut enterrée en position verticale entre 5500 et 4600 avant notre ère, et ses précieux bijoux révèlent qu'elle tenait un rôle notable au sein de sa communauté. C'est grâce à la collaboration entre un archéologue et un sculpteur que nous pouvons aujourd'hui contempler le visage de cette femme du passé. Un scanner de son crâne leur a permis de reconstruire son expression, muscle après muscle, une véritable rencontre avec l'histoire. Bien que son rôle dans la communauté demeure incertain,
le soin apporté à son lieu de sépulture laisse penser qu'elle occupait une place éminente parmi les siens. Ötzi, la momie alpine âgée de 5300 ans, a elle aussi bénéficié d'un ravalement de façade grâce à cette remarquable technologie. N'allez pas croire qu'elle ait consulté un chirurgien plastique. 2 frères néerlandais ont uni sciences médico-légales et art pour recréer son visage à l'occasion d'une exposition en Italie. Ötzi fut découvert en 1991 par des randonneurs ayant retrouvé ses restes gelés dans les montagnes, près de la frontière italo-autrichienne. Il est plus ancien que Stonehenge ou que les pyramides de Gizeh. Aujourd'hui, grâce au talent conjugué des 2 frères, son visage a été restitué à partir d'images 3D de son crâne. Un photographe a immortalisé chaque étape de cette reconstitution pendant près de 6 mois. Des études antérieures ont révélé qu'il serait mort d'une blessure par flèche. Son corps, abandonné dans une région glacée et isolé en altitude, a été préservé naturellement par la neige. Aujourd'hui, il repose dans une chambre froide du musée, reproduisant les conditions humides et frigorifiques du glacier. Un système de refroidissement inédit permet même de présenter la momie au public sans compromettre sa conservation. Le dernier anniversaire de Ötzi fut son 46e, un âge plutôt avancé pour son époque. Il mesurait environ 1,60 m pour un poids avoisinant les 50 kg, ce qui en faisait un homme de petite stature. Mais après plus de 5000 ans, qui s'en soucie vraiment? Le roi Henri VII d'Angleterre a lui aussi bénéficié d'un relooking numérique. Et le résultat est saisissant. Un graphiste a utilisé un masque mortuaire datant de 1509 pour produire une reconstitution aussi fidèle qu'impressionnante. Vous vous demandez pourquoi un masque? Avant l'invention de la photographie, on employait de la cire pour conserver les traits d'une personne avec bien plus de précision que par la peinture. Et, disons-le franchement, cette version d'Henri change complètement la donne. Henri VII régna sur l'Angleterre de 1485 à 1509. Un portrait de lui, visible à l'abbaye de Westminster, était déjà très crédible. Mais cette nouvelle version numérique pousse encore plus loin. Il fallut environ 2 mois à l'équipe pour l'achever, à l'aide de logiciels spécialisés, d'algorithmes sur mesure et d'ajustements manuels particulièrement minutieux. Le projet débuta avec une image haute définition du masque, utilisée pour générer un modèle 3D du visage. Ensuite, les éclairages furent conçus. Enfin, les marques faciales et la chevelure furent ajoutées pour finaliser la reconstitution. Et ce n'est pas tout. Une barbe a été ajoutée au visage d'Henri VII, car les hommes de cette époque étaient souvent, barbus. Nous ne saurons jamais avec certitude s'il en portait une, mais ce détail humoristique apporte un certain charme à l'ensemble. L'équipe à l'origine de cette reconstitution a également redonné visage à d'autres figures historiques, telles que Mary Stuart, reine d'Écosse, ou encore Oliver Cromwell. Ces masques sont, en quelque sorte, des passerelles vers une époque révolue. Il est fascinant de constater que la technologie nous permet de remonter des millénaires pour contempler les visages que nous ne pouvions jusqu'alors que deviner. Qui sait, dans quelques siècles, peut-être que nos selfies serviront à leur tour de base à de nouvelles reconstitutions. Étonnant. Des scientifiques ont mis au jour une cité enfouie sous les pyramides d'Égypte. Sa taille est vertigineuse, bien au-delà de celle du plus vaste hypermarché que vous puissiez concevoir. Galeries, chambres souterraines, structures verticales. Nul ne saurait dire aujourd'hui à quoi elles servaient. Commençons par le commencement. Des chercheurs italiens et écossais étudiant la pyramide de Képhren ont identifié ce qui semble être des tunnels secrets sous 3 pyramides distinctes. Cette découverte pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Égypte antique. L'expédition baptisée Projet Képhren fut dirigée par Corrado Malanga, basé à Pise, et Filippo Biondi, affilié à l'université de Strathclyde, en Écosse. Leur objectif principal consistait à explorer la pyramide de Képhren, la seconde plus grande du plateau de Gizeh. Sous la pyramide de Képhren, les scientifiques ont mis au jour une imposante structure. Serait-ce une ancienne cité souterraine égyptienne? En analysant minutieusement leurs relevés, ils ont conclu que 8 grandes formations verticales, peut-être des puits ou des conduits, se dissimulaient en profondeur. Ces éléments s'étendent sur près de 2000 mètres, l'équivalent de 2 tours Burj Khalifa, et demi-posées à la suite l'une de l'autre. Un indice saisissant de l'ampleur de la découverte. Ces puits descendent également à environ 610 mètres sous terre, ce qui dépasse largement la profondeur des stations de métro les plus profondes au monde, qui excèdent rarement les 120 mètres. De forme cylindrique, ils sont bordés d'escaliers en spirale, évoquant les tours d'un ancien château gothique. Ils mènent à 2 vastes chambres aux contours inhabituels.
S'agirait-il de cubes ou de vasques géantes? Chacune semble mesurer plus de 80 mètres de diamètre. Bien que ces structures aient désormais été identifiées, leur fonction première demeure totalement inconnue. Souhaitez-vous une révélation encore plus troublante? L'équipe est convaincue que des accès similaires existeraient sous chacune des 3 pyramides. Autrement dit, elles pourraient être interconnectées par un réseau secret de tunnels, de galeries et de salles enfouies. Et plus bas encore, à près de 1200 mètres sous la surface, d'autres structures, encore non répertoriées, pourraient sommeiller dans les profondeurs. Et cela ne contribue-t-il pas à nourrir le mystère? L'élément le plus saisissant reste peut-être cette hypothèse formulée par certains chercheurs. Les structures dissimulées autour des pyramides de Gizeh pourraient coïncider avec les légendaires salles d'Amonti. Dans la mythologie égyptienne, ce lieu est décrit comme l'ultime étape des mourants, où l'âme, durant 3 jours, est soumise à un jugement rigoureux et affronte ses terreurs les plus profondes. Mais comment les chercheurs ont-ils pu localiser ces cavités invisibles? Pour ce faire, ils ont mobilisé 2 satellites situés à 680 km d'altitude. En dirigeant des ondes radar vers le plateau de Gizeh, ils ont obtenu des images d'une extrême précision, ensuite recomposées, pour former une modélisation tridimensionnelle du réseau souterrain, incluant les puits récemment découverts. Grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, capable de traverser la roche, l'équipe a repéré 5 petites structures ressemblant à des salles, dissimulées profondément au sein de la pyramide. L'une d'elles contenait un sarcophage que l'on croyait autrefois être celui du pharaon Khéphren. Hypothèse qui fut largement admise jusqu'à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette interprétation était erronée. Le tombeau véritable se situerait sans doute ailleurs. Il reste que ces 5 chambres, jusque-là inconnues, furent révélées uniquement grâce aux récentes explorations radar. Elles semblent disposées en plein cœur de la pyramide, reliées par des corridors souterrains qui s'enfoncent dans le plus bas. Certains avancent que ces galeries pourraient mener à d'autres chambres, ou puits dissimulés, possiblement âgés de plus de 4500 ans, et susceptibles d'éclairer les énigmes, encore irrésolues, des civilisations antiques. Les premières analyses suggèrent que cet espace enfoui est bien plus complexe qu'une simple succession de salles vides. Il se pourrait qu'un grand nombre de structures soient enfouies à proximité des pyramides de Gizeh. Comment l'expliquer? Certains indices suggèrent que l'ensemble comprend des zones excavées, parcourues d'escaliers en spirale qui s'enfoncent davantage. En affinant les images captées, il serait possible de révéler l'existence d'un vaste réseau souterrain, peut-être même les vestiges d'une ville entière, ensevelie sous le plateau. Malgré l'enthousiasme suscité par ces révélations, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques quant à l'existence réelle de cette cité souterraine. Le manque de validation scientifique par des pairs alimente leurs doutes, incitant plusieurs archéologues et spécialistes en imagerie radar à remettre en cause la fiabilité de ces affirmations. Selon eux, les outils employés pour effectuer ces relevés ne posséderaient peut-être pas la précision technique nécessaire pour restituer des images aussi élaborées de ce qui gît sous la surface. Selon eux, les 5 petites chambres repérées à faible profondeur pourraient n'être que des formations naturelles, d'autant que cette région revêtait déjà une importance rituelle bien avant l'édification des pyramides. Certains vont jusqu'à rejeter totalement le recours aux technologies radar dans un tel contexte, les qualifiant de méthodes non validées sur le plan scientifique et mettant en doute leur fiabilité. Cette découverte a également ravivé les débats autour des traditions mythologiques égyptiennes et de la possible présence de manuscrits anciens enfouis sous le plateau de Gizeh. La configuration des chambres nouvellement identifiées rappelle en effet celle que décrivent les récits sur la légendaire salle des archives, un espace mythique censé préserver le savoir primordial des premiers Égyptiens. Si cela venait à se confirmer, ces découvertes pourraient bouleverser la perception que l'on a de la topographie sacrée de l'Égypte. En outre, l'existence de cette cité perdue sous la pyramide pourrait constituer une preuve tangible de structures souterraines, jusqu'alors insoupçonnées. C'est pour cela que l'équipe du projet Khéphren est impatiente d'entamer les fouilles permettant de vérifier ces hypothèses. Toutefois, obtenir l'aval des autorités égyptiennes constitue un processus ardu. Les résultats devront encore passer l'épreuve d'une évaluation par des spécialistes avant d'être validés par le monde académique. D'ailleurs, cette découverte archéologique fait suite à une autre annonce, celle de la mise au jour d'une structure insolite sous la nécropole royale de Gizeh, que certains chercheurs soupçonnent de ne pas être d'origine naturelle. Grâce à des techniques de télédétection, les archéologues ont mis au jour une étrange structure souterraine en forme de L, enfouie dans le cimetière ouest de Gizeh. Cette section est réputée pour renfermer les tombes de membres de la royauté ainsi que de hauts dignitaires.
Nombre de ces sépultures sont surmontées de mastabas, des édifices rectangulaires en pierre ou en briques de limon, coiffés d'un toit plat. Or, en plein centre de cette nécropole, subsiste une portion dépourvue de toute structure visible en surface. Pour examiner cette zone encore inexplorée, les chercheurs ont recours à la tomographie de résistivité électrique, ERT, et au radar à pénétration de sol, GPR. L'ERT repose sur l'injection de courant dans le sol et sur la mesure de leur résistance afin de révéler d'éventuelles anomalies. Quant au GPR, il projette des ondes radar dans le sous-sol pour en dessiner les formes selon les échos obtenus. À une profondeur d'environ 2 mètres, les chercheurs ont détecté une anomalie. Elle semblait correspondre à une structure souterraine en L, mesurant au moins 10 mètres de long. D'après les relevés, il est probable que cette structure ait été remplie de sable après son édification. Cette découverte a conduit les chercheurs à envisager plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'un mélange de sable et de gravier, ou peut-être d'une cavité d'air. L'anomalie a été classée comme hautement résistive, ce qui suggère une origine non naturelle. Le professeur Motoyuki Sato, auteur principal de l'étude et enseignant à l'université de Tohoku, souligne que la netteté des contours appuie l'idée d'une structure artificielle. Un autre élément intrigant concernant les pyramides antiques d'Égypte tient à l'idée, longtemps admise par les historiens, qu'elles furent érigées au profit de la royauté et des élites, seules à posséder les moyens nécessaires. Or, des fouilles récentes menées sur le site archéologique de Tombos, situé dans l'actuel Soudan, viennent remettre en cause cette théorie. Il se pourrait que les pyramides de Tombos aient accueilli, aux côtés des élites, les dépouilles de travailleurs de rang modeste. Les membres laborieux des sociétés antiques auraient ainsi pu reposer dans certains des monuments les plus visibles, y compris les pyramides elles-mêmes. Implantée sur les rives du Nil dans l'ancienne Nubie, la localité de Tombos fut annexée par l'Égypte aux alentours de 1400 avant notre ère, lors de sa conquête de la région. Le site fut alors établi dans le but de renforcer la domination égyptienne. On y érigea des pyramides, bien plus sobres cependant que les gigantesques édifices de Gizeh. Les chercheurs ont repris l'étude de 110 squelettes humains exhumés à Tombos, initialement examinés en 2012. Ils se sont concentrés sur l'analyse des anthèses, c'est-à-dire les points d'attache des tendons et des ligaments sur les os. Ce type d'examen permet de mettre en évidence l'intensité du travail physique accompli par un individu. Les contraintes mécaniques répétées lors qu'un travail ardu y laissent des marques nettes, sous forme de relief osseux. Certains ossements présentaient peu de modifications au niveau des anthèses, ce qui laisse supposer qu'ils appartenaient à des personnes aisées. En revanche, d'autres montrèrent des transformations plus marquées, trahissant une vie de labeur et un statut social bien plus modeste. Ces résultats pourraient profondément remettre en cause les idées reçues sur les sépultures pyramidales, notamment l'hypothèse selon laquelle seuls les puissants accédaient à ces tombeaux prestigieux. Cette récente étude suggère que des individus d'humbles conditions auraient eux aussi pu se trouver inhumés au sein de ces édifices emblématiques. Sécante, cosinus, tangente, sinus, 3,14159. C'était le cri de ralliement du club de trigonométrie à l'époque. Pour tous les autres élèves du cours de mathématiques, des termes tels que sinus, tangente et pi étaient tout simplement déconcertants. Qui les a inventés et pourquoi? Leur seul but était-il de rendre les choses plus difficiles pour les élèves? Eh bien, pas tout à fait. La trigonométrie a été inventée par les anciens Égyptiens. Ils avaient besoin de ces connaissances pour construire leurs pyramides, et ils ont fait du bon travail. La grande pyramide de Gizeh est toujours debout aujourd'hui, quelques 4500 ans après sa construction. Et personne n'a fait de réclamation. Sortons donc de cette salle de classe et partons pour un voyage dans le temps, afin de percer les secrets de la précision des anciens Égyptiens. Vous voici sur le chantier de la Grande Pyramide, à une quinzaine de kilomètres du Caire en Égypte. La ville n'est pas encore là. Vous n'êtes entouré que du désert et des nombreux ouvriers. Ils transportent de gros blocs de pierre pesant chacun 2,5 tonnes. Ces blocs se trouvent sur des traîneaux de bois qui eux-mêmes reposent sur de gros cylindres. Une équipe de 8 hommes fait rouler ces blocs en avant. Cela fait tout de suite penser au rouleau d'une caisse enregistreuse de supermarché. Le principe est exactement le même, mais l'échelle est plus grande, beaucoup plus grande. Les scientifiques estiment que les Égyptiens ont utilisé 2,3 millions de blocs de ce type rien que pour la Grande Pyramide. Et le bloc qui se trouve devant vous est l'un des plus légers. Le plus lourd d'entre eux pesait près de 15 tonnes. Mais d'où venaient tous ces blocs? La plupart provenaient de carrières situées autour de Gizeh. Ce n'est pas très impressionnant, pensez-vous.
Mais attendez de savoir comment les ingénieurs de l'Antiquité ont transporté du granit sur 800 km jusqu'à la pyramide. À l'époque, il n'y avait ni chemin de fer, ni autoroute. Mais il y avait le Nil, ce fleuve puissant. Les chercheurs pensent même que les Égyptiens ont creusé un canal pour relier le Nil directement au site de construction des pyramides. Il suffisait alors d'attendre le début de la saison des crues, et le tour était joué. La montée des eaux faisait flotter les lourds blocs de pierre. Mais comment ont-ils ensuite soulevé tous ces énormes cailloux sur la terre ferme pour les empiler ainsi jusqu'au sommet? Disposaient-ils de grues gigantesques? Les anciens Égyptiens ont contourné ce problème, littéralement. L'un des ouvriers vous montre maintenant la rampe géante qui fait le tour de la pyramide qu'ils sont en train de construire. C'est ainsi qu'une route de montagne se ferait un chemin en zigzag jusqu'au sommet. Si la rampe rejoignait directement le sommet de la pyramide, les ouvriers ne pourraient pas s'en servir pour tirer les blocs de pierre. Elle serait trop abrupte. Les scientifiques ont calculé que l'inclinaison maximale était de 8%. Les anciens Égyptiens ont donc simplement prolongé la rampe autour de la pyramide. Encore une fois, il ne s'agit que de théorie, car la rampe aurait pu se trouver à l'intérieur de la pyramide, comme le suggèrent certains chercheurs. La méthode de construction exacte reste un mystère, gardé jalousement par le Sphinx. C'est son vrai nom, n'est-ce pas? Eh bien c'est faux. Le grand Sphinx n'est que le pseudonyme de la statue. Vous savez, ce nom que prennent les écrivains lorsqu'ils veulent se cacher leur véritable identité, ou le nom de scène d'un chanteur. Le véritable nom du Sphinx, traduit de l'égyptien, signifie Horus à l'horizon. C'était le nom de la divinité égyptienne du ciel. Le mystère ne s'arrête pas là. Un homme passe devant vous avec un seau de peinture. Il va ajouter une touche de couleur au grand Sphinx. Les chercheurs ont trouvé des taches de cette couleur rouge à côté de son oreille. Il s'agit d'une peinture très résistante, qui a tenu pendant des milliers d'années. Vous vous tenez maintenant en face du Sphinx. Vous levez les yeux. Il est très grand, n'est-ce pas? 20 mètres, pour être précis. Résistez à l'envie de prendre un selfie. Allez, vous pouvez le faire. Vous remarquez maintenant autre chose. On dirait que le Sphinx se trouve au centre d'un triangle géant. C'est l'un des côtés de la grande pyramide. Et non, vos yeux ne vous jouent pas des tours. Le Sphinx se trouve vraiment au centre de la face latérale de la pyramide. C'est ici que les mathématiques entrent en jeu. Une pyramide a 4 faces, appelées faces latérales. Il y a aussi une 5e face, la base, mais elle n'est pas visible. C'est, vous l'avez deviné, la face cachée. Le Sphinx a un dernier mystère à révéler, son âge. Les scientifiques s'accordent à dire que c'est le pharaon Képhren qui l'a construit. Il a régné après son père qui avait construit la grande pyramide, toute proche. Les 2 structures ont donc été achevées à la même époque. Mais revenons à nos jolis nombres. Vous avez entendu parler de Cléopâtre, cette princesse égyptienne dont on dit qu'elle était d'une grande beauté? Elle a vu les pyramides, mais elle vivait plus près de l'époque du premier iPhone que de celle des bâtisseurs de pyramides. Fascinant, non? Vous pouvez voir des milliers de personnes autour de vous. Ils travaillent dur pour construire le tombeau du pharaon. Mais combien sont-ils exactement? Un philosophe grec a estimé qu'il y avait jusqu'à 100 000 ouvriers. Ce chiffre semble acceptable pour une structure aussi gigantesque, mais il ne peut pas être correct. La science ne peut tout simplement pas confirmer ce chiffre. Les égyptologues estiment le nombre total d'ouvriers à 30 000. Et oui, Indiana Jones était l'un d'entre eux, du moins sur le grand écran, mais il est arrivé en retard. Les égyptologues en savent beaucoup sur les pyramides, mais ils ne savent pas tout. Non pas parce qu'ils ne veulent pas savoir, mais parce qu'ils n'ont pas encore recueilli suffisamment de preuves. Ils ne peuvent que supputer le processus de construction. D'abord, les ingénieurs arrivaient pour choisir le bon endroit et prendre les mesures nécessaires. C'est pour cela qu'ils avaient besoin de toutes ces mathématiques compliquées. Ensuite, il fallait s'approvisionner en matériaux, les gros blocs de pierre dont j'ai parlé plus haut. Les bateaux les livraient à l'emplacement de la future pyramide, et les ouvriers pouvaient enfin s'atteler à la tâche. Ils travaillaient en petits groupes, mais ils étaient au moins 2000 à ciseler et à sculpter à tout moment. Cela ressemble à un chantier d'aujourd'hui? C'est très similaire, mais ça se passe il y a des milliers d'années. Il est étonnant de voir ce que les Égyptiens de l'Antiquité étaient capables de réaliser avec des outils en cuivre et en pierre. La pyramide est maintenant terminée. Mais s'agit-il de la même pyramide que celle que nous voyons aujourd'hui? Pourquoi cette structure brille-t-elle sous le soleil du désert? N'est-elle pas censée être d'un jaune poussiéreux? Eh bien non. Au fil du temps, l'activité humaine et les éléments ont complètement décapé la couche extérieure des pierres.
Des artisans experts avaient poli ces blocs en utilisant uniquement de la pierre et du sable. Le résultat final était une pierre lisse et brillante. Le jour de son achèvement, la grande pyramide de Gizeh était un triangle de lumière parfait. Ses faces polies étaient crantaux comme des miroirs géants, reflétant le puissant soleil égyptien. C'est à ce moment-là que vous devez mettre vos lunettes. La chose brillante que vous voyez au sommet de la pyramide est en réalité faite d'or. On appelle pyramidion la pierre de couronnement que l'on place tout en haut d'une pyramide. Elle était recouverte de feuilles d'or. Comme vous pouvez le deviner, ce sont ces pierres qui ont disparu en premier. Avant de vous ramener dans votre salle de classe, nous allons faire un autre arrêt. Nous nous rendons dans les îles britanniques. Et non, ce n'est pas à Stonehenge que nous allons. Il s'agit de Newgrange, dans le comté de Meath. Les scientifiques estiment que les anciens peuples d'Irlande ont construit ce monument de pierre aux alentours de 3200 ans avant notre ère. Il est donc plus ancien que Stonehenge et que la grande pyramide de Gizeh. La fonction du monticule circulaire de Newgrange est la même que celle de la grande pyramide et est tout aussi mystérieuse. On estime à plus de 220 000 tonnes le volume de pierres détachées présentes dans la vallée. Et il ne s'agit pas de pierres jetées au hasard sur une pile. L'ordre dans lequel elles sont disposées rend la structure imperméable. Cela expliquerait comment Newgrange a pu tenir si longtemps. N'avez-vous pas soudain envie de vous procurer un étui bien étanche pour votre téléphone? Vous êtes de retour à votre pupitre. Mais le cours de mathématiques d'aujourd'hui est la dernière chose à laquelle vous pensez. Vous pensez à la grandeur des pyramides égyptiennes. Et vous vous demandez si nous avons quelque chose de semblable aujourd'hui. Eh bien, sachez que les ingénieurs modernes sont tout aussi impressionnés que vous par la grande pyramide. On trouve une pyramide de verre dans la cour principale du célèbre musée du Louvre à Paris. Le panorama de San Francisco ne serait pas complet sans la Trans-America pyramide de 48 étages. Mais c'est à Las Vegas que l'on est allé le plus loin. C'est dans cette ville que se trouve l'hôtel Luxor. Il est très grand. C'est même la 3e plus grande pyramide de la planète. Et devinez ce qui se trouve juste devant. Oui, une réplique du Sphinx. Elle mesure 33,5 mètres de haut, soit 2 étages de plus que celle de Gizeh. Eh oui, tout est plus grand à Las Vegas. Ouf! Cet été aura été plus chaud que jamais. Nous avons l'impression d'être des brochettes de guimauve cuites sur le grill. Certes, le monde devient plus chaud, mais certaines régions ont toujours dû lutter contre des températures élevées. Il s'avère que les gens avaient aussi des inventions pour se rafraîchir dans l'Antiquité. Et certaines d'entre elles fonctionnent toujours, même 3000 ans plus tard. Voyons comment les gens se sont protégés de la chaleur tout au long de l'histoire. Mets un glaçon dans ton soda et prépare-toi à découvrir comment les gens survivaient à la chaleur. En parlant de glaçons, sais-tu que les Perses avaient mis au point un système de stockage de la glace? Dans les déserts de la Perse ancienne, les gens ont eu une idée hors du commun pour éviter que leur nourriture ne se transforme en gâchis à moitié fondu. Ces Perses ingénieux sont tombés sur une astuce de physique qui leur a permis de créer de la glace au milieu du désert. Ils ont appelé ces structures yakshals, ce qui signifie en fait puits de glace. Ces puits de glace n'étaient pas des glaciers ordinaires. All s'étaient comme des réfrigérateurs souterrains secrets. De l'extérieur, les yakshals ressemblaient à des structures faites de briques et de boue en forme de dôme. Mais à l'intérieur, c'était un tout autre monde. Ces fosses à glace étaient dotées d'un système de refroidissement par évaporation qui fonctionnait comme par magie. La nuit, lorsque le désert se refroidissait, les Perses exploitaient l'effet de refroidissement radiatif. Ils ont aménagé des tranchées intelligemment conçues pour contenir de fines couches d'eau. L'eau gelait, défiant la chaleur du désert. Il y avait aussi des aires de stockage souterraines. Les Perses récupéraient de l'eau glacée qui fondait dans ces tranchées fraîches et, pendant la nuit, ils la congelaient à nouveau, tirant ainsi le meilleur parti possible du refroidissement naturel du désert. Pour ajouter à cet effet de refroidissement, ils ajoutaient un mur pour abriter les zones de stockage du soleil brûlant de la mi-journée. Et ce n'est pas tout. Ils disposaient d'une fantastique structure appelée le Badgair, qui captait la brise et la dirigeait directement vers les fosses de glace. De l'air frais et une brise glacée, la combinaison gagnante. Ils disposaient même de canaux complexes, appelés des kanates, pour acheminer l'eau des montagnes voisines jusqu'aux puits de glace et aux maisons. Au fil du temps, ces yakshals sont tombés en désuétude, et la technologie moderne a pris le dessus. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. En Iran, des gens formidables restaurent ces anciennes glacières.
Alors, si tu te retrouves un jour dans ce désert, n'oublie pas de visiter ces sites incroyables et d'assister en direct au génie des anciens Perses. Maintenant, on aimerait se concentrer davantage sur ces attrape-vents parce qu'ils ne servent pas seulement à fabriquer des glaçons, mais aussi à se refroidir. À l'époque, ces merveilles architecturales ingénieuses faisaient fureur dans des contrées comme la Perse, l'Égypte et le Moyen-Orient. Imagine des structures en forme de tour avec des ouvertures à différents niveaux, stratégiquement placées, pour exploiter la puissance de la brise naturelle. Ces ouvertures étaient nues comme des portails magiques pour le vent. Elles captaient ces rafales rafraîchissantes et les guidaient directement dans les espaces de vie des habitations. En fait, il s'agissait de climatiseurs naturels. La brise s'écoulait gracieusement vers le bas, rafraîchissant le sol tout en virevoltant à travers le bâtiment. Le secret réside ici dans les détails. La hauteur de la tour, le nombre de côtés, les ouvertures et le positionnement des pales intérieures. Grâce à ces capteurs de vent, les sociétés anciennes pouvaient profiter de températures intérieures agréables sans trop transpirer. Peux-tu imaginer vivre à cette époque? Sentir la douce brise souffler dans ton palais, te procurant une sensation de fraîcheur et de bien-être? On attribue souvent aux Perses l'invention de ces impressionnants attrape-vents. Mais n'oublions pas l'Égypte. On y trouve des traces de structures similaires, datant de 1300 ans avant notre ère. Oui, l'invention des attrape-vents a peut-être eu lieu dans l'Égypte ancienne, mais c'est à Yazd, en Iran, que l'on trouve le plus grand nombre d'entre eux. Les vents n'auraient pas pu y vivre sans ces anciennes climatiseurs, car ils ne pouvaient pratiquement passer dans cette région tout au long de l'année. Observons maintenant ces extérieurs perforés à double paroi. Imagine que tu habilles un bâtiment d'un écran perforé sophistiqué. C'est comme si tu donnais un coup de jeune à l'extérieur tout en gardant la fraîcheur à l'intérieur. Cette technique de génie permet tout d'abord de disperser la lumière du jour sans que les rayons du soleil ne nous aveuglent. L'écran fait également de l'ombre, offrant à l'intérieur du bâtiment un répit bien mérité contre le soleil ardent. Il s'agit en quelque sorte d'un chapeau de plage naturel pour ta maison. En plaçant cet écran à environ 1 mètre des murs extérieurs, on crée un couloir de rêve où l'air frais circule librement. Et bon, ils ajoutent aussi une touche d'élégance au bâtiment. Ces structures sont parfois appelées jalis. À Jaipur, en Inde par exemple, la température moyenne pendant la journée est d'environ 38 degrés. Ces structures sont donc cruciales. Les jalis se présentent sous différentes formes, en pierre, en stuc ou en bois. C'est un symbole culturel profondément ancré dans l'architecture indienne. On retrouve sa présence intrigante dans des bâtiments historiques emblématiques tels que le majestueux Taj Mahal et le grandiose Fort Rouge de Delhi. Mais ce n'est pas là qu'une chose du passé. Les jalis sont toujours présents dans l'architecture moderne et leur charme a suscité la créativité d'artistes et de concepteurs du monde entier. Il orne l'extérieur du bâtiment, sa section transversale présentant une ouverture plus grande à l'extérieur et plus étroite à l'intérieur. C'est là que l'effet Venturi entre en jeu pour étaler sa physique. Lorsque l'air s'écoule dans ce passage rétréci, il prend de la vitesse, ce qui crée une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. L'air soufflant, à une vitesse plus élevée est comprimé, et, lorsqu'il est relâché, se refroidit. Le moucharabier est un treillis ou un écran en bois utilisé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ces merveilles décoratives ressemblent à des stores de fenêtres. Mais ils ne se contentent pas d'être jolis, ils sont aussi ingénieux. Ils protègent de ton intimité tout en te protégeant du soleil et laissent entrer l'air frais et la lumière. Certaines personnes adjoignent également des pots en terre cuite remplis d'eau, de sable ou de paille humide à leur création. Lorsque l'air chaud passe par les trous, il traverse également la surface poreuse du pot. L'humidité contenue dans le pot s'évapore et rafraîchit l'air. Il s'agit d'une technique peu coûteuse idéale pour les climats chauds et secs. Elle est respectueuse de l'environnement et ne nécessite pas d'électricité. Très bien, avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. Les concepteurs font preuve de créativité et associent la sagesse traditionnelle à la technologie moderne. Les tours Al-Bahar d'Abu Dhabi ne sont pas en reste. Imagine plus de 2000 panneaux hexagonaux qui dansent au gré des mouvements du soleil pour ombrager l'intérieur du bâtiment.
L'évaporation de l'eau était une autre arme secrète des anciens, simple mais très efficace. De plus, les Égyptiens de l'Antiquité suspendèrent des tapis et des rideaux mouillés dans l'embrasure des portes. Lorsque l'air passait à travers eux, ils se refroidissaient, ce qui permettait de se protéger du soleil brûlant. Les architectes de l'Antiquité étaient bientôt passés maîtres dans l'art de maximiser la circulation de l'air. Ils savaient comment assurer une ventilation transversale et laisser l'air chaud s'échapper tout en invitant de l'air plus frais à l'intérieur. Si l'on se reporte sur la Rome antique, les bains publics étaient l'endroit en vogue à l'époque. Les gens s'y réunissaient pour discuter de politique, faire du sport et bien sûr se baigner pour se détendre. Le frigidarium était l'endroit le plus frais des thermes romains. Après un bain de vapeur dans le caldarium, les Romains se précipitaient dans cette piscine géante pour se détendre. Dans certains endroits, comme la Cappadoce en Turquie, les gens se sont déplacés sous terre pour s'abriter de la chaleur. Ils y ont creusé des maisons douillettes, à même la roche volcanique, exploitant les pouvoirs de refroidissement naturel de la Terre. La leçon à tirer est donc simple. Les architectes et les concepteurs peuvent créer des merveilles en combinant les traditions locales et des technologies de pointe. La vallée de la mort, en Californie, s'enorgueillit d'avoir la température la plus élevée, officiellement enregistrée à ce jour, avec 57 degrés en 1913. Quant au record de chaleur en Afrique, il s'élève à 55 degrés, relevé en 1931 à Kébili, en Tunisie. En Europe, la température la plus élevée jamais enregistrée a atteint près de 49 degrés en Sicile en août 2021. Puis, en 2002, le Royaume-Uni a connu l'été le plus chaud de son histoire. Nous savons que les anciens Égyptiens étaient assez talentueux pour construire des édifices aussi grandioses que les pyramides, mais étaient-ils suffisamment intelligents pour mesurer la vitesse de la lumière? Une théorie circulant en ligne le suggère. Si vous comparez ces deux chiffres, vous verrez qu'ils correspondent parfaitement. Le premier est la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde, et le second est la latitude de la grande pyramide de Gizeh. Alors, était-ce intentionnel ou s'agit-il juste d'une coïncidence? Heureusement, nous pouvons vous assurer qu'il s'agit simplement d'une coïncidence, et non d'une autre théorie du complot. La grande pyramide n'est qu'un des nombreux endroits sur Terre partageant cette latitude. De plus, même si les Égyptiens étaient non parvenus à mesurer la vitesse de la lumière et avaient décidé de la garder secrète, ils n'auraient non pas utilisé de mètre pour l'exprimer. Celui-ci n'a été défini qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les bâtisseurs des pyramides utilisaient une autre unité de mesure appelée la coudée. Une coudée équivaut à un pied et demi, soit 45 cm. Cette unité, basée sur la longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au bout du majeur, était répandue dans l'Antiquité. Ainsi, s'ils avaient voulu épater tout le monde en positionnant leurs pyramides à une latitude correspondant à la vitesse de la lumière en coudée, ils auraient dû construire leurs édifices emblématiques quelque part en Europe. Par ailleurs, l'astronome danois Ole Rømer, qui a mesuré pour la première fois la vitesse de la lumière en 1676, aurait été bien contrarié de découvrir que quelqu'un l'avait fait des siècles avant lui. Bien que les Égyptiens aient été en avance sur leur temps à bien des égards, ils n'ont jamais mesuré la vitesse de la lumière, ni employé de coordonnées de latitude et de longitude pour leur construction. La base de la grande pyramide de Gizeh peut sembler être un carré parfait, mais il s'agit en réalité d'une structure à 8 côtés, et non 4. Chacun de ces 4 côtés présente une légère indentation concave qui les divise uniformément de la base au sommet. La version officielle voudrait qu'un pilote britannique du nom de Groves ait été le premier à le remarquer en 1940, lorsqu'il survolait la pyramide. Il a pris une photographie montrant les ombres qui soulignaient ces indentations. Certains pensent que ces lignes ne sont visibles que depuis les airs et peuvent être mieux observées à l'aube et au crépuscule, lors des équinoxes de printemps et d'automne. Cela a conduit à une étrange théorie selon laquelle les anciens Égyptiens auraient pu concevoir ces pyramides pour communiquer avec des visiteurs célestes. La pyramide de Khéops est l'une des 3 seules pyramides qui possédaient autrefois une porte pivotante. Cette porte, pesant environ 20 tonnes, pouvait être facilement ouverte de l'intérieur. Son ajustement précis la rendait presque invisible du dehors. Sans loquet ni poignée visible, seules de très légères aspérités dans la paroi extérieure dénotaient l'ouverture. Les 2 autres pyramides avec des portes similaires appartenaient respectivement au père et au grand-père de Khéops. La grande pyramide renferme également un vide caché d'au moins 30 mètres de long, découverte en 2017.
Nous ignorons encore ce qui se trouve à l'intérieur de cet espace, sa fonction exacte, ou s'il est le seul de ce type. Les chercheurs ont utilisé une technologie permettant de voir à travers les murs des cathédrales, des pyramides mayas et même des volcans, reposant sur une pluie naturelle de particules subatomiques appelées muons. Ces particules traversent plus facilement les espaces vides que les matériaux solides. En plaçant plusieurs détecteurs de muons autour d'une structure, les scientifiques peuvent cartographier ces éléments solides et ces zones vides. Une équipe a placé des détecteurs de muons à l'intérieur de la pyramide de Khéops, collectant des données au fil des mois. Les scientifiques ont analysé à de nombreuses reprises des échantillons du mortier utilisé pour construire les pyramides. Bien que nous en connaissions la composition, la technologie moderne ne peut toujours pas le reproduire. Ce mortier, principalement composé de gypse traité, n'était pas utilisé comme le ciment actuel de nos briques, mais servait à soutenir les joints entre ces pierres massives lors de leur mise en place. Environ un demi-million de tonnes de ce mortier auraient été nécessaires pour construire la grande pyramide de Khéops. Ce mortier fait de gypse est plus robuste que les pierres elles-mêmes et a résisté pendant des millénaires. Les 4 côtés de la pyramide de Khéops sont alignés avec les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Selon l'archéologue et ingénieur Glenn Dash, cet alignement est précis à 4 minutes d'arc près, soit un 1/15 de degré. Les architectes y parvenus sans outils modernes tels que des drones ou des ordinateurs. De nombreux chercheurs ont tenté d'expliquer ce prodige d'architecture. Peut-être utilisait-il l'étoile polaire ou l'ombre du soleil. Dash a récemment proposé une idée nouvelle et plus simple. Les Égyptiens auraient pu utiliser l'équinoxe d'automne pour aligner les pyramides. Celle-ci se produit 2 fois par an, lorsque le soleil traverse le plan équatorial terrestre, rendant le jour et la nuit presque égaux en durée. Pour éprouver sa théorie, Glenn Dash a conduit une expérience le 22 septembre 2016, premier jour de l'équinoxe d'automne. Il a utilisé une tige spéciale appelée gnomon, dont disposaient les Égyptiens, pour projeter une ombre, puis il en a suivi la pointe à intervalles réguliers, formant une courbe régulière. En reliant 2 points de la courbe au moyen d'une corde tendue, il a créé une ligne presque parfaite d'est en ouest. Dash a observé que lors de l'équinoxe, la pointe de l'ombre se déplaçait en ligne droite, suivant presque parfaitement la direction est-ouest, avec une légère déviation dans le sens anti-horaire, similaire à celle observée dans les pyramides. Bien que l'expérience ait été menée dans le Connecticut, Glenn Dash estime que la même méthode fonctionnerait en Égypte. Tout ce dont les Égyptiens avaient besoin, c'était d'une journée claire et ensoleillée. Ils pouvaient déterminer l'équinoxe d'automne en comptant 91 jours à partir du solstice d'été. Cependant, ils nous ont laissé peu d'indices, et aucun document d'ingénierie n'a été retrouvé qui explique leur méthode. Ainsi, bien qu'ils aient pu utiliser des ombres pour se repérer, rien n'est moins certain. Les scientifiques se sont longtemps demandé comment ces lourds blocs de pierre étaient acheminés vers les sites des pyramides, et ils pourraient enfin avoir la réponse. Une équipe chercheur de l'Université de Caroline du Nord à Wilmington a découvert que 31 pyramides avaient probablement été construites le long d'un ancien bras du Nil. Ce bras est maintenant enseveli sous le désert et les terres agricoles. Pendant des années, les archéologues ont pensé que les anciens Égyptiens devaient utiliser une voie d'eau à proximité pour transporter les matériaux, les équipements, les personnes et tout ce dont ils avaient besoin pour construire les pyramides. Mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas certains de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette voie d'eau par rapport au site de construction. L'équipe de recherche a utilisé l'imagerie radar par satellite, des cartes historiques, la prospection géophysique et des carottages de sédiments pour cartographier cette branche du fleuve. Ils pensent qu'elle a été ensevelie suite à une grande sécheresse et au fil des tempêtes de sable il y a des milliers d'années. L'équipe est parvenue à plonger sous la surface sablonneuse et à obtenir des images de certaines caractéristiques cachées grâce à la technologie radar. Ils ont découvert des rivières cachées et des structures anciennes situées au pied des collines où se trouvent la plupart des pyramides égyptiennes. La découverte de cette branche fluviale disparue aide à expliquer la forte densité de pyramides entre Gizeh et Licht, dans ce qui est à présent une zone inhospitalière du Sahara. L'Égypte n'est pas le pays qui compte le plus grand nombre de pyramides au monde. Ce titre revient à son voisin méridional, le Soudan, qui en possède entre 200 et 255, comparé aux modestes 138 pyramides d'Égypte. Ces pyramides soudanaises ont été construites par les habitants du royaume de Kouch, une ancienne civilisation qui régnait sur les terres en amont du Nil il y a plusieurs siècles.
ils ont commencé à ériger des pyramides environ 500 ans après que les Égyptiens aient cessé de le faire. Bien que leurs pyramides soient beaucoup plus petites que celles d'Égypte, de 6 à 30 mètres contre 138 mètres pour celles de Khéops, elles ont été construites dans des buts similaires. Les archéologues continuent donc de travailler pour comprendre comment les pyramides soudanaises ont été construites, combien de temps il a fallu pour les achever, et ce qu'il est advenu de cette civilisation. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non ? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction. Mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasses et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au VIe avant notre ère et au XXe siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur
a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail.
Nous connaissons tous certains symboles emblématiques. La Statue de la Liberté évoque les États-Unis, la Tour Eiffel incarne Paris, et ce masque, il ne fait aucun doute que c'est celui de Toutankhamon, n'est-ce pas? On pourrait croire que les historiens ont déjà exploré jusqu'au moindre détail de l'histoire du roi Toutankhamon, mais détrompez-vous. Les éléments les plus évidents passent parfois inaperçus. Par exemple, ce masque iconique ne lui appartenait pas réellement et n'avait jamais été conçu pour lui. Restez bien attentifs pour en savoir plus. Peut-on avoir un gros plan de ce masque? Merci. Vous remarquez ces trous? Ils servaient à fixer des boucles d'oreilles. Et le fait est que dans l'Égypte ancienne, les boucles d'oreilles étaient principalement portées par des femmes ou des enfants de haut rang. Si vous connaissez bien l'histoire, vous pourriez objecter « Mais Toutankhamon était un jeune garçon, n'est-ce pas ?» Et vous auriez raison. Il a accédé au trône à seulement 9 ans. Hélas, son règne fut de courte durée, car il est mort très jeune. À 9 ans, il portait donc peut-être encore des boucles d'oreilles, mais il a probablement cessé d'en mettre en grandissant. Cela semble logique, n'est-ce pas? En réalité, pas tant que ça. Il aurait été très surprenant que l'on prépare un masque funéraire pour un enfant, car personne ne s'attendait à ce qu'il meure si tôt. Et certainement pas à 9 ans. Sa disparition soudaine suggère plutôt que le masque utilisé n'était que la meilleure option disponible au moment de son trépas. D'autres indices indiquent que ce masque a été choisi dans l'urgence. Bien que son corps momifié ait pu attendre quelque temps, ses proches souhaitèrent lui assurer un passage rapide vers l'au-delà. Certains spécialistes pensent même que la peinture du tombeau n'avait pas encore séché lorsqu'il fut scellé. Pourtant, observez son masque. C'est une œuvre d'art. Impossible qu'il ait été réalisé à la hâte. Il est bien plus raffiné que les simples masques en cartonnage. Cette pièce emblématique mesure 53 cm de haut, est sertie de pierres précieuses et arbore une barbe postiche en or massif de 2,5 kg, portant le poids total du masque à 10 kg. D'accord, il faut admettre que tout cela devient un peu déroutant. On parle donc d'un masque d'enfant mais qui arbore une barbe. Je doute que vous ayez déjà croisé un garçon de 9 ans avec un bouc, et moi non plus. Prenons un instant pour y réfléchir. Le visage d'un adulte n'a rien à voir avec celui d'un enfant. Un détail intéressant, la croissance faciale ralentit considérablement après 16 ans, ce qui signifie qu'à sa mort, à 19 ans, Toutankhamon aurait indéniablement eu des traits d'homme. Imaginez un instant qu'on ait tenté d'ajuster un masque enfantin sur un adulte. Ça aurait été absurde, et personne n'aurait pu laisser une telle erreur se produire. Écartons donc cette hypothèse. Venons-en à la seconde possibilité. Si vous vous souvenez bien, des spécialistes avancent que ce masque aurait d'abord appartenu à une femme. C'est précisément là qu'intervient la question de la barbe. Selon certaines analyses, elle aurait pu être ajoutée ultérieurement. Plus intrigante encore. Et si ce masque avait été conçu pour Néfertiti elle-même, avant qu'elle ne se retrouve privée du sien? Si cela s'avère exact, nous serions face à une double découverte. Pour l'instant, cela peut sembler relever du pur fantasme, mais explorons cette piste plus en détail. Toutankhamon est mort vers 1323 avant notre ère, probablement des suites du paludisme, sans compter d'autres problèmes de santé, comme une fracture à la jambe, qui indiquent un état physique précaire. Quant à Néfertiti, sa mort demeure entourée de mystères. Aucun document fiable ne précise ni la date, ni le lieu de son inhumation. On estime qu'elle aurait disparu vers 1330, avant notre ère. Mais rien n'exclut qu'elle ait vécu plus longtemps, et que ce masque ait été conçu pour elle avant d'être réattribué. Ou bien, peut-être s'est-on simplement servi de son masque funéraire pour Toutankhamon. Après tout, ils faisait partie de la même lignée. Enfin, d'une certaine manière. On dit qu'elle avait été sa belle-mère, ayant épousé Akhenaton, supposé être le père de Toutankhamon. Toutefois, cette filiation reste sujette à débat parmi les spécialistes. Il faut bien admettre que les liens de parenté dans l'Égypte antique sont un véritable casse-tête. Je vois bien que vous n'êtes pas totalement convaincu par l'idée que Toutankhamon ait pu hériter d'un masque féminin. Laissez-moi donc vous exposer une autre hypothèse. Voici Howard Carter, un archéologue célèbre pour avoir découvert la tombe du jeune pharaon. Située dans la vallée des rois, aux abords de Luxor, cette sépulture a stupéfié le monde entier par son état de conservation. En y pénétrant, Carter a relevé une anomalie. L'ensemble ne correspondait pas aux critères habituels d'un pharaon. Bien que raffiné, l'endroit dégageait une atmosphère singulière, laissant supposer qu'il avait été conçu pour une femme.
De manière générale, les pharaons bénéficièrent de sépultures plus vastes, adaptées à leur rang. Et plus troublant encore, la disposition du tombeau suivait une orientation spécifique. Ce détail ne pouvait être ignoré. La configuration était typique des tombes destinées aux souveraines égyptiennes. Autre élément suspect, la structure semblait avoir été aménagée par étapes, et les quelques 2000 objets qui y avaient été déposés l'avaient manifestement été à la hâte. Plus étrange encore, nombre de ces artefacts paraissaient destinés à d'autres membres de la famille royale. Carter a mis au jour ce site funéraire en 1922, mais son caractère étrange demeurait inexpliqué. Près d'un siècle plus tard, Nicholas Reeves a pensé avoir percé le mystère. Selon lui, le roi Toutankhamon n'aurait peut-être pas été le premier occupant de cette tombe. Il a avancé l'hypothèse que le tombeau inviolé de la reine Néfertiti pourrait se dissimuler derrière les parois de la chambre funéraire du jeune pharaon. Nicholas a passé des mois à analyser des clichés en haute résolution, scrutant chaque pixel avec minutie. Un jour, il s'est attardé sur des scans détaillés révélant la texture des murs sous les couches de peinture. Il a alors cru discerner les contours de 2 portes dissimulées, scellées et recouvertes d'enduit pour les rendre invisibles. Plus il observait, plus l'idée paraissait plausible. Pourrait-il s'agir d'un tombeau dans un tombeau? Il a ainsi émis l'hypothèse qu'une salle de stockage cachée se trouvait derrière le mur occidental du tombeau de Toutankhamon et que sa chambre funéraire ne constituait que la section la plus externe d'un ensemble de pièces agencées en enfilade. L'idée était séduisante, mais pardon de vous décevoir. La théorie de Reeves a été réfutée. Pour vérifier son bien-fondé, les chercheurs ont utilisé un radar à pénétration de sol afin de sonder l'invisible. Reeves pensait que d'éventuels vides dans la structure pouvaient révéler l'existence de salles annexes. En 2015, un expert a même cru en identifier une. Pourtant, après des vérifications approfondies l'année suivante, il est apparu qu'aucun passage secret n'existait. Néfertiti n'est d'ailleurs pas la seule souveraine d'Égypte dont le lieu de sépulture demeure une énigme fascinante. Une légende intrigante rapporte que Cléopâtre aurait un jour déclaré « Aucun homme ne trouvera jamais ma tombe ». Elle ne croyait pas si bien dire, surtout lorsque l'on sait que la personne ayant le plus progressé dans cette quête n'est autre qu'une femme. Plusieurs millénaires après la disparition de Cléopâtre, bien qu'aucun homme n'ait découvert sa tombe, l'archéologue Kathleen Martinez estime avoir percé le mystère. Depuis près de 20 ans, elle mène des recherches sur la sépulture de Cléopâtre VII et a récemment mis au jour un buste qui, selon elle, représenterait la célèbre reine. Cependant, son interprétation ne fait pas l'unanimité. Certains spécialistes jugent que le visage sculpté ne correspond pas à celui de Cléopâtre. Outre cette énigmatique statue de marbre, l'équipe de Martinez a exhumé 337 pièces, dont certaines, moins sujettes à controverse, arborent le profil de la reine. Toutefois, rien n'a été officiellement confirmé. L'existence du petit buste ne fait aucun doute. Taillé dans du marbre blanc, il tient dans une main et représente une femme couronnée, d'après un communiqué du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. La grande question, cependant, est de savoir qui il représente réellement. Martinez affirme qu'il s'agit d'une effigie de Cléopâtre VII, mais de nombreux archéologues soulignent que les traits de la statue ne correspondent pas et avancent qu'il pourrait plutôt s'agir d'une princesse. Enfin, brisons un instant le mythe. Certains pensent que la phrase attribuée à Cléopâtre « Aucun homme ne trouvera jamais ma tombe » est mal interprétée. Si elle l'a réellement prononcée, elle voulait sans doute dire « aucune âme vivante » sans rapport avec le sexe de cette dernière. Peut-être n'est-ce qu'une belle légende après tout.